Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du pilote américain Jim Davis, qui était le dernier survivant des pilotes d'avant-guerre. Et quand je parle d'avant-guerre, je ne parle pas de la Seconde Guerre mondiale, mais d'avant la Première Guerre mondiale. Donc Jim Davis était le dernier survivant de l'époque des Bortrac. Mais avant de vous parler de Jim Davis, juste une petite précision à propos de la vidéo que j'ai fait précédemment, où je vous parle de toutes les conneries qu'on peut lire sur Internet ou qu'on peut parfois lire dans les bouquins. Ces conneries sont parfois véhiculées par des gens qui effectivement n'y connaissent absolument rien, mais de temps en temps, ces conneries sont véhiculées par des gens qui sont de grands auteurs de livres comme Harry Zucher. Alors Harry Zucher, c'est un monsieur pour lequel j'ai le plus grand respect. C'est lui qui a écrit vraiment les deux premiers bouquins, Harley et Indian, qui ont été largement diffusés sur le marché pendant les années 80. Ce sont ces bouquins dans lesquels j'ai quasiment tout appris, hein. J'ai vraiment avalé tout cru, tout ce qui était écrit dans ces bouquins. Je dirais qu'il y a 99,99% d'informations véridiques là-dedans, parce que Harry Zucher était un monsieur qui a connu, qui a très bien connu tous les anciens employés des usines Harley, des usines Indian, tous les pilotes. Il a interviewé Joe Petrali pendant les années 60 ou début 70. Il a vraiment connu tous ces gens-là. Malgré tout, il y avait certaines informations auxquelles lui, à l'époque, n'avait pas accès. Là, dans ce bouquin, par exemple, il parle de la fameuse légende des quelques 2200 Indian CAV, des 1200 chiffres, donc faites pour l'armée française qui avait commandé 5000 Indian Chiefs pour comment dire, pour la Seconde Guerre mondiale. Et sur ces 5000 Indian Chiefs, il y en aurait eu 2200 qui auraient coulé dans l'Atlantique à bord d'un bateau qui s'appelait le Hanseatic Star. Donc tout ça est raconté dans ce livre-là, si ce n'est que depuis, il y a un autre historien spécialisé vraiment dans ces Indian Chiefs 1200 CAV qui a publié un autre bouquin, il s'appelle Martin Bogaert, c'est un Belge néerlandophone, et lui a poussé les recherches tellement loin qu'il s'est rendu compte que le Hanseatic Star n'avait jamais existé. Enfin, en tout cas, il n'a pas coulé. Enfin voilà. Donc, il a complètement détruit la théorie de Harry Zucher, comme quoi il y aurait 2200 Indians au fond de l'Atlantique. Donc tout ça pour dire que même les bons historiens, les bons auteurs peuvent ou ont pu faire par le passé des erreurs parce qu'ils n'avaient pas accès à toutes les informations comme c'est le cas aujourd'hui. Toutes les archives sont en ligne, vraiment quand on sait fouiller, on tombe sur des choses incroyables. Et de la même manière, il y a aussi des anciens qui ont parfois la mémoire qui flanche. Donc moi, il m'est arrivé de côtoyer des vieux pilotes comme Bobby Hill, par exemple, qui m'a donné une photo de lui sur un WR du début des années 40, et il a marqué que c'était un WLDR 1939. Donc évidemment, ces gens-là, on va pas les contredire, on va pas les froisser en leur disant ben non, tu t'es planté, c'était pas ça. Et Ben Campanel aussi m'a donné des photos de lui où il s'était planté dans les dates, et c'était obligatoire que ça soit je veux dire, quand il prétend que telle et telle photo a été prise en 1934 et qu'il y a une Harley de 1937 dessus, c'est que tout simplement sa mémoire lui joue des tours. Donc voilà, pour dire que quand il y a parfois des bêtises qui sont lues dans les bouquins ou ailleurs, c'est pas forcément toujours le fait d'auteurs ou de gens incompétents, mais que bah, l'erreur est humaine, et puis il y a des gens qui n'avaient pas accès à l'information, d'autres qui ont parfois leur mémoire de vieillard qui leur joue des tours. Alors justement, en parlant de vieillard, je vais vous parler du plus vieux pilote que j'ai eu la chance de rencontrer. Alors lui, je ne peux pas dire que je l'ai bien connu, mais j'ai eu la chance de prendre un petit déjeuner tardif avec lui, ce qu'aujourd'hui on appellerait un brunch. Donc c'était en mars 1994, donc il y a 30 ans, et ce monsieur s'appelait Jim Davis. Donc à l'époque, je crois qu'il avait 98 ans, quelque chose comme ça. Jim Davis était né donc le 23 mars 1896, et il était donc le plus vieux pilote encore vivant pendant les années 90 et le seul et unique survivant de l'époque des Bortrac. Donc ce que j'ai conservé de ma rencontre avec Jim Davis, donc il y a la photo que je vous montre là à l'écran. Donc ça, c'était, voilà, j'avais 30 ans de moins, c'était encore l'époque des t-shirts rentrés dans le jean et des grosses boucles de ceinture, voilà.
Donc il y a Jim Davis totalement à droite sur la photo. Ensuite, à côté de lui, il y a Butch Bear. Butch Bear, c'était le fils de Fritzy Bear. Fritzy Bear qui était le concessionnaire Indian qui avait sa concession à partir de 1933 dans l'usine Indian à Springfield. Et il était également fondateur d'un club qui s'appelait les Fritzy's Roamers. C'était un club et c'était aussi une écurie de course. Et les Fritzy's Roamers donc écumaient tous les circuits de la Nouvelle-Angleterre, enfin de la côte est des États-Unis. Et d'ailleurs, mon Indian Sport Scout 1937 appartenait enfin, a été piloté par plusieurs pilotes qui faisaient partie des Fritzy's Roamers. Donc ça, il faudrait que je vous en parle une autre fois parce que cette moto a vraiment une histoire super intéressante. Donc il y a Jim Davis d'un côté, Butch Bear donc qui lui aussi était pilote Indian amateur, hein, mais ensuite il est passé, je crois qu'il est passé pro à un moment. Il était pilote pendant les années 40, 50 et il a continué même en catégorie d'ancienne à Daytona principalement pendant les années 90 à courir. Il y a ensuite un autre monsieur, je vous avouerai que j'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelait Armstrong, son nom de famille, je pense que c'était Armstrong, mais sincèrement, je ne sais pas du tout s'il avait un lien avec Earl Armstrong, qui était également un pilote de bord track. Et bon, ben ensuite, il y a moi, bien sûr. Alors, ce que j'ai conservé, donc, outre cette photo, c'est aussi une photo dédicacée par Jim Davis. Donc, il m'a fait ça donc le 9 mars 1994. Bon, là, le cadre est très moche. Il faut que je trouve un cadre un petit peu plus ancien. Et après, surtout, il faut que je trouve un endroit où mettre ça, parce que je commence à manquer de place. Et alors, pendant qu'on prenait notre petit brunch, Jim Davis et moi, j'en ai profité pour prendre des notes dans le carnet que j'avais donc avec moi cette année-là. Et j'ai noirci quelques pages. Donc, tiens, d'ailleurs, au tout début du carnet, il y a encore la signature de Léo Anthony avec son adresse à Port-Huron à l'époque. Voilà, donc qu'est-ce que Jim Davis m'a raconté? Il m'a résumé un petit peu sa vie, hein, autant qu'on peut le faire en une heure ou un peu plus d'une heure de temps, comme quoi il avait donc assisté à sa première course de moto à l'âge de 14 ans. Donc il était né à Columbus dans l'Ohio, et il a assisté à sa première course de moto à 14 ans. Son père était déjà un pilote de course cycliste. Donc Jim Davis n'a pas eu de mal à le convaincre de lui acheter une moto. Il s'est payé une Yale tout d'abord. Et ensuite, il s'est fait prêter une Indian pour participer à ses premières courses. Donc il était vraiment tout gamin, quoi. Il a participé à ses premières courses aux alentours de 1914, par là. C'était des petites courses amateurs locales, hein, dans l'Ohio. Et il se débrouillait vraiment très très bien, au point qu'un jour, il était chez le concessionnaire Indian dans la ville de Columbus, et le hasard a voulu que Frank Weschler passe par là, passe faire une visite chez le concessionnaire. Alors Frank Weschler, c'était le nouveau PDG d'Indian. Il avait été engagé chez Indian quelques années auparavant. J'ai d'ailleurs plusieurs lettres, que j'en ai une qui est encadrée ici, mais j'en ai d'autres dans mon fameux classeur à lettres. J'ai des lettres signées par Frank Weschler. Toujours est-il que Frank Weschler était donc chez le concessionnaire Indian. Il rencontre le jeune Jim Davis. Le concessionnaire Indian lui bourre le mou à Weschler en disant oui, oui, c'est ce gamin, ce jeune, là, c'est un pilote absolument exceptionnel, il va faire des miracles, je vous assure, vous devriez lui fournir une moto de course. Jim Davis n'y croyait absolument pas. Quelques semaines plus tard, le concessionnaire reçoit effectivement une Indian 8 soupapes flambant neuve de bord track, enfin de bord track ou de road racing, hein, parce qu'à l'époque, on faisait pas que des courses sur les planches. Il reçoit donc cette Indian 8 soupapes pour Jim Davis. Et à partir de là, il commence à enchaîner les victoires, notamment en 1916, les 100 miles de Détroit. S'en suivent toute une série d'autres courses. Il a disputé des centaines de courses, Jim Davis, au cours de sa carrière, et notamment une à laquelle il pensait participer, enfin il voulait participer à tout prix, c'était en 1920 dans la ville de Phoenix, en Arizona. Donc il arrive sur place et il se rend compte que la course était réservée uniquement à des pilotes inscrits, donc sur invitation. Donc il va voir les organisateurs lui disent « Ah non, non, vous n'êtes pas sur la liste ».
Hors de question que vous puissiez participer à cette course, sauf si éventuellement vous avez une demande, si nous on a une demande écrite de la M&ATA. Donc c'était l'ancêtre de la l'AMA. Il faut savoir que Jim Davis est le seul pilote qui a couru sous le patronage, je dirais, des trois grandes administrations qui régissaient un petit peu toutes les courses aux États-Unis. Donc il y avait la FAM tout d'abord, ensuite il y avait la M&ATA, et ensuite il y avait l'AMA à partir de 1924. Donc Jim Davis n'avait pas évidemment d'autorisation de la M&ATA. Il a été au bureau de la Western Union. Il a réussi à soudoyer la petite employée de la Western Union d'écrire un faux télégramme de la MATA indiquant oui, laissez courir Jim Davis. Il est retourné au circuit, il a fait sa course, je ne sais pas s'il l'a gagné ou perdu, il ne m'a pas précisé. En tout cas, Indian s'en est rendu compte et il a été viré du Racing Team Indian. Mais alors, immédiatement, Jim Davis a été embauché par le Wrecking Crew Harley-Davidson. Donc là, je vais vous montrer à l'écran une photo très très célèbre avec tous les plus grands pilotes de l'époque. Jim Davis y figure, évidemment. Et Harley-Davidson a bien fait de l'engager parce que Jim Davis a gagné donc en 1920 les 300 miles de Dodge City, qui était une des plus grandes courses des États-Unis. En 1921, Jim Davis m'a raconté qu'il est parti faire une tournée en Australie. Je crois qu'il en a fait plusieurs en Australie. Donc en 1921, il a fait une tournée en Australie et il est revenu sur le paquebot avec la famille Goulding. Donc la famille Goulding avait fait plusieurs allers-retours entre l'Australie et les États-Unis. Alors Goulding, c'était la famille James Goulding, c'était le fondateur des Sidecar Goulding. Et sa fille Dorothy Goulding, qui est ensuite devenue Dorothy, enfin Dot Robinson, c'était la petite mamie qui, pendant les années 60, 70, 80, s'habillait toujours en rose et qu'on voyait écumer toutes les routes à travers les États-Unis. C'était donc la cofondatrice aussi des Motormaids en 1944, le club féminin. Et donc Dot Goulding en 1921 avait 9 ans et Jim Davis me racontait qu'il se souvient d'avoir pris Dot Goulding sur ses genoux alors que c'était une petite fille de 9 ans et que lui était déjà adulte, que c'était déjà une star des circuits de course. Mais c'était assez amusant quand il m'a raconté ça parce que Dot Goulding était déjà une très très vieille dame quand il m'a dit ça. C'était vraiment une petite mamie très respectée. Donc j'ai quand même trouvé plus âgé que Dot Goulding, donc le monsieur qui a pris Dot Goulding sur ses genoux quand elle était gamine. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre bon, bah, outre les nombreuses victoires, ah oui, Jim Davis a participé à la toute dernière course de board track qu'il y a eu aux États-Unis. C'était le 4 août 1928 sur le circuit de Rockingham dans la ville de Salem, dans le New Hampshire. Et il faisait équipe avec Curly Fredericks. Alors là, les deux, enfin Jim Davis et Curly Fredericks, faisaient à nouveau partie du team officiel Indian. Et Jim Davis a remporté une victoire dans une catégorie, Curly Fredericks a remporté 2 victoires dans 2 autres catégories. Quand je parle de catégories, c'est des courses de 5, 10 ou 20 ou 25 miles, des choses comme ça. Donc on peut vraiment affirmer que Jim Davis, non seulement était le dernier survivant de l'époque des board tracks, mais c'était aussi le tout dernier pilote à avoir remporté une victoire sur un circuit de board track donc en 1928. Il m'a dit aussi que, je lui ai demandé évidemment s'il avait eu des accidents, enfin, voilà, des détails un petit peu croustillants. Il m'a dit non, non, jamais d'accident. Alors autant autour de lui, il a vu périr vraiment ses meilleurs copains. Bon, malheureusement, hein, c'était l'époque où les courses étaient excessivement dangereuses parce qu'on roulait sans frein hein, sur les pistes de bois. Mais lui-même n'a jamais eu d'accident sérieux. Il m'a dit le seul accident qu'il a eu, c'était dans sa deuxième carrière, donc quand il est devenu un officiel de l'AMA et quand lui-même donc donnait le départ et puis faisait le flagman pour l'arrivée des courses. Il le faisait notamment à Daytona pour les 200 miles.
Il a été blessé une fois en 1948 par un pilote qui s'appelait Don Evans, qui est arrivé à fond la caisse et qui a loupé sa trajectoire et qui est rentré à fond dans Jim Davis, qui l'a fait vraiment valser dans les airs. Alors Don Evans, alors Jim Davis m'a dit que c'était pendant les 200 miles de Daytona. Moi j'ai vérifié. Euh, Don Evans n'a couru les 200 miles que en 1951 sur Norton. Donc en 1948, je suppose que Don Evans était encore inscrit en tant qu'amateur. Et là, les amateurs ne couraient pas les 100 miles le dimanche, les 200 miles le dimanche, mais ils couraient l'épreuve des 100 miles la veille, donc le samedi. Donc c'était certainement lors des 100 miles de Daytona de 1948 que Jim Davis a été blessé. Jim Davis est décédé, donc moi je l'ai rencontré donc en 94 et je l'ai jamais revu après malheureusement. Et il est décédé le 5 février 2000. Il allait avoir 104 ans, donc vraiment une vie absolument exceptionnelle. Les photos que je vous ai montrées et que je continue de vous montrer à l'écran sont toutes extraites, enfin quasiment toutes, des excellents bouquins de mon ami Don MD. Donc il y a celui-ci, ça il faut que je vous le montre à tout prix. Donc voilà, les plus belles photos de Jim Davis qu'on peut trouver sont dans cette biographie de Fred Ludlow. Alors il y a évidemment une grande majorité de photos de Fred Ludlow, qui était lui aussi un pilote de bord track, qui était même venu en France pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, il a une vie absolument très trépidante. Et Don MD a récupéré donc tous les albums originaux de... Voilà, c'est absolument incroyable ce qu'il y a là-dedans. C'est vraiment un bouquin à commander. Et il y en a un autre qu'il a écrit quelques années auparavant, auquel j'ai très modestement contribué parce que je lui ai fourni des photos de steyers de course en France dans les années 1900. Voilà, ça c'est l'histoire vraiment des courses de bord track, mais là ce sont vraiment les tout débuts. Il n'y a aucune Harley là-dedans d'ailleurs, hein. C'était vraiment l'époque où Harley s'était mis un petit peu en retrait de la course. Donc là aussi, hein, c'est un bouquin absolument incroyable. Voilà, là on parle surtout d'Indian. Et voilà, il y a le fameux accident de 1912 à Newark, dans le New Jersey, où Eddie Hacha et d'autres pilotes sont morts. Voilà, ça, ce sont vraiment mes deux gros conseils de lecture. Si vous aimez le board track, il y a deux bouquins à voir, ce sont ces deux-là. Il y en a d'autres, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Voilà, ben pour aujourd'hui, c'était tout, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!